carnet du monde. Avec Sophie Larmoyer, et après le coup de projecteur sur la Roumanie, voici le temps du décryptage avec l'invité des carnets, Jacques Rupnik, directeur de recherche à Sciences Po, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Bonsoir Jacques Rupnik. Bonsoir. Vous êtes en ligne avec nous depuis Bruxelles. Merci de nous accompagner ce soir sur Europe 1. Alors, c'est très frappant d'entendre ces Roumains rencontrés par Martin Fesneau et de réaliser à quel point la corruption fait partie de leur quotidien. Ils disent, les gens ont été habitués comme ça, c'est à cause des salaires très bas, même si ceux qui s'expriment ne voulaient en aucun cas justifier cette corruption. Et on aurait pu penser que 10 ans après l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne, ces pratiques se seraient atténuées. En fait, elles sont encore bien là. Elles sont là et c'est très très difficile à extirper dans une société qui a hérité du communisme avec son économie de la pénurie qui génère la corruption et qui la favorise, puisque toutes les denrées sont rares, il faut toujours contourner la loi pour obtenir quelque chose ou un service, et on échange des services. Donc là, c'est pas seulement la corruption au niveau le plus haut de l'appareil de l'État et de la politique, c'est la corruption quotidienne dans toutes les relations sociales. Mais c'est la corruption dans les Balkans, ça remonte à l'Empire ottoman. Le mot bakchiche n'est pas un mot roumain. Mais on aurait pu penser que 10 ans d'apport de fonds européens, d'aide, de travail ensemble auraient pu atténuer ça, justement. Ça a atténué, vous savez, c'est-à-dire que la corruption, elle est plus visible parce qu'on s'y attaque. Justement, il y a l'Union européenne qui exerce une pression, il y a un parquet anticorruption et que les médias s'y intéressent, ou l'opinion publique maintenant. Mais la corruption, on en parle en Roumanie, on en parle aussi en Bulgarie, on en parle dans d'autres pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. On a vu aussi, vous parliez de l'état de droit, qu'en Hongrie, en Pologne, il y a ces derniers mois et ces dernières semaines, des manifestations, une réaction de la société civile, là encore, face à une remise en cause de l'état de droit. Les pouvoirs en place s'en sont pris aux médias, aux magistrats, à certaines institutions. Et comme ça concerne finalement pas mal de pays, on se demande si c'est pas une dérive, une fracture, une nouvelle fracture au sein de l'Europe. Il faut se garder de généraliser. Tous les pays d'Europe du centre et de l'Est ne sont pas logés à la même enseigne. En Pologne, les manifestations qui ont eu lieu, c'est pour défendre les institutions qui protègent l'état de droit. La Cour constitutionnelle, l'indépendance de la justice, le fait que le nouveau pouvoir de Kaczynski veut politiser l'administration de l'État. Comme l'a fait Viktor Orban en Hongrie. Comme l'a fait Viktor Orban en Hongrie, d'ailleurs c'est exactement le même modèle. D'abord on s'attaque à l'indépendance des médias, l'audiovisuel public, puis la Cour constitutionnelle qui avait la capacité d'annuler des lois adoptées pour favoriser le pouvoir. Mais ça c'est une dérive, ça. Et ça c'est une dérive, cette concentration du pouvoir dans les mains de l'exécutif au nom de la volonté populaire, ça s'oppose au principe de l'état de droit qui repose sur l'idée de la séparation des pouvoirs, des contre-pouvoirs. Voilà. Et finalement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a la pression de l'Union européenne qui engage une procédure. Elle demande des explications. Elle fait une évaluation. Elle est suffisante, cette pression? Parce qu'on a l'impression parfois qu'on agite un bâton, mais qu'il ne se passe pas grand-chose jusqu'à maintenant. La Commission a peut-être tardé à réagir lorsque Viktor Orban en Hongrie a commencé à adopter certaines mesures inquiétantes, justement sur les médias par rapport à la Cour constitutionnelle. Elle a été beaucoup plus réactive en Pologne. Je crois que le processus qui a engagé des explications, évaluations, sanctions possibles, et dans le contexte politique actuel en Europe, moi je dirais des pays qui bénéficient énormément de la manne européenne, à peu près 3% du PNB de la Hongrie, disons, vient de fonds européens. Ce sont des pays qui n'ont pas l'option Brexit. Ils ont une rhétorique souverainiste, mais ils sont très attachés à leur appartenance à l'Union européenne. Et donc, personne ne cherche à exclure tel pays. Mais on peut faire comprendre l'idée que l'Union européenne, c'est un lien politique, c'est des principes partagés, et que si certains veulent s'en absoudre, il peut y avoir des conséquences, y compris dans la solidarité qui s'exprime par les fonds européens, parce que c'est pas quelque chose qui est dû à tel ou tel pays, c'est quelque chose que les Européens ont décidé de faire pour les plus faibles d'entre eux. Est-ce que finalement, après avoir tout fait pour surmonter le clivage Est-Ouest en Europe, sur le plan institutionnel, économique, même si c'est pas fini, c'est en cours, est-ce qu'on ne se découvre pas un clivage sociétal finalement, culturel? C'est surtout la crise migratoire qui a révélé un clivage Est-Ouest. C'est là-dessus
que, en gros, les pays nouveaux membres de l'Union européenne, en particulier le groupe de Visegrad, Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, se sont opposés catégoriquement à la répartition des migrants par quota, comme le proposait la Commission européenne. La révélation de ce clivage Est-Ouest sur la question de la migration, elle est intéressante, elle est importante, parce qu'on voit là deux visions de ce que sont les valeurs de l'Europe, en quelque sorte. Est-ce que ce clivage que vous venez d'évoquer menace le projet européen commun selon vous ? Il y a le clivage nord-sud sur l'euro, sur la politique économique, demandée aux Grecs, aux Italiens, aux Espagnols. Mais celui-là, le clivage que vous venez d'évoquer. Et il y a le clivage Est-Ouest. Donc il y a deux clivages et évidemment une Europe travaillée par des clivages dans un contexte où on a le Brexit, et où on a le sentiment qu'il n'y a pas de leadership européen. À un moment où la Russie de Poutine affirme sa puissance et où l'Amérique se désintéresse de l'Europe. Et donc là, on a un contexte où des clivages qui, en temps normal, on aurait pu surmonter plus aisément, qui sont préoccupants et qui relancent donc l'idée que l'Europe doit se refonder en quelque sorte, peut-être par les pays qui l'ont créé au départ, et les élections françaises et allemandes en particulier sont cruciales pour la réponse à donner à cette question. Est-ce que finalement, ce qui n'est pas rassurant aujourd'hui, c'est de voir justement ces manifestants dans la rue qui témoignent d'une envie d'Europe, d'une envie de valeurs communes ? Absolument. Là, on a affaire à des aspirations citoyennes. Ça, c'est un garde-fou, c'est un contrepoids aux dérives, disons, autoritaires, à tout ce qui concerne justement les droits des citoyens et le droit de regard des citoyens. Il y a un danger quand même de voir dans la mobilisation le remède à tous les maux. Vous savez, mobiliser au nom du « tous pourris », qu'ils s'en aillent tous, pour reprendre le terme d'un classique français, eh bien, ça aussi, ça peut nourrir le populisme. Donc, le réveil du civisme et de la société civile, ça, c'est un plus pour la démocratie. Et c'est une possibilité, à condition de savoir le traduire sur le plan politique, sur le plan des institutions. Merci beaucoup. Merci Jacques Rupnik d'avoir été avec nous ce soir en ligne depuis Bruxelles. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Et je ne cite que l'un de vos ouvrages, Géopolitique de la démocratisation, édité aux presses de Sciences Po. On va